Aujourd'hui, Vue sur Terre regarde vers l'infini, vers une Égypte assez méconnue. La plus grande partie de ce pays est un désert aux multiples facettes. Ceux qui vont nous servir de guide ont choisi de vivre dans ces espaces démesurés. Mansour est un enfant des oasis. À Bahria, ce jeune vétérinaire répond à toutes les demandes pour soigner les animaux des petits éleveurs. Il est devenu un personnage essentiel de la vie locale. Youil est ingénieur en génie civil. Il a quitté le cabinet d'architecte où il travaillait pour devenir moine. Dans la vallée de Wadi Natroun, il a rejoint l'un des monastères qui, depuis 16 siècles, maintient la tradition du christianisme et des moines du désert. Fenouil est un navigateur du sable. Depuis plus de 30 ans, il sillonne ces immenses étendues avec toutes sortes de moyens de transport. Parcourir le désert avec lui, c'est partir à la découverte de sites grandioses. Je ne me lasse pas de ces paysages et c'est un sentiment curieux de passer de la fin du monde à l'origine du monde. On a l'impression de tout recommencer et j'ai jamais vu quelqu'un qui soit blasé devant le mouvement des dunes. Sahara. En langue arabe, ce mot ne signifie pas une région ou un espace. Il veut tout simplement dire désert. Tout comme océan ne désigne pas telle ou telle étendue maritime. Des bords du Nil jusqu'au bord de l'Atlantique, c'est un même désert qui porte plusieurs noms et qui se déploie sur toute la partie nord de l'Afrique. Jusqu'à la frontière libyenne, il couvre les 2 tiers de l'Égypte. On le nomme désert libyque. C'est le désert le plus aride du monde. Pour les anciennes civilisations égyptiennes, ce désert désignait un royaume maléfique. Et au milieu de cet océan minéral, un archipel de verdure résiste aux assauts des vagues de sable. Les 5 oasis du désert libyque constituent 5 îlots préservés sur lesquels le miracle de la vie l'a emporté sur l'hostilité du climat. Vivre dans une oasis, c'est être paysan. Ici, l'agriculture, le commerce et la prière rythment la vie. Chaque matin à la même heure, c'est le départ au champ. Cultiver la terre comme l'ont fait avant eux leurs ancêtres, c'est le chemin tout tracé pour ces hommes et ces femmes. Sans résignation, mais par respect de la tradition. Est-ce qu'elle mange bien? Oui, oui, oui. Elle mange comme d'habitude? Oui, sans problème. Elle est enceinte? Oui, ça fait 3 mois. À Bawiti, dans l'oasis de Bahria, tout le monde connaît le docteur Mansour. Il est originaire de Bahria et c'est le seul vétérinaire de la ville. Pour tous les paysans qui élèvent quelques animaux, docteur Mansour fait office d'homme providentiel. Ici, tout le monde aime bien le vétérinaire, parce qu'ils savent que je suis toujours disponible. Je suis à leur service et au service de leurs bêtes. Les animaux, c'est leur gagne-pain. Et ils sont autant inquiets pour la santé de leurs bêtes que pour la santé de leurs enfants. J'ai fait mes études au Caire et après, j'ai essayé de travailler là-bas. Mais on ne me proposait que des postes dans les sociétés pharmaceutiques et ça ne m'intéressait pas. Dans les oasis, tous les gens ont des troupeaux. Donc il y a beaucoup plus de travail ici. Et curieusement, il y a beaucoup plus de vétérinaires dans les banlieues du Caire que dans les oasis. Pourtant ici, il y a une vraie dimension humaine et ce n'est pas surpeuplé. Je suis le 2e vétérinaire originaire des oasis. Moi, je suis un enfant des oasis. Hérodote les avait surnommés les îles des bienheureux.
Depuis plus de 8000 ans, ces oasis sont habitées, cultivées, préservées. Longtemps isolés, les habitants de Siwa ont vécu dans une ville construite en terre et surnommée la Cité de la Boue. Il a fallu une série de pluies diluviennes en plein désert pour que brutalement le passé se transforme en ruine. En l'espace de 4 ans, entre 1926 et 1930, la ville de Chali est totalement dévastée. N'ayant pas d'autres endroits où aller, les Oasiens reconstruisent une autre ville, juste à côté. Et la vie continue, presque toujours identique. الو والله المشكله فيه يعني يا نبدا بكره يا يوم السبت معلش هاي تعال بص يا دكتور بص الحاله مدي قد ايه كل 20 يوم Il faut faire un traitement par injection, c'est la meilleure solution. Il faut administrer 3 doses et les répartir sur plusieurs jours. Dès que possible, je vais revenir pour les ausculter tous, comme je l'ai fait pour les chameaux de Sami. Il faut vraiment soigner les bêtes malades tous les jours pendant 1 mois. Après, tu seras tranquille une bonne fois pour toutes. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va. Ouais. Ce monsieur, c'est Sayed Sonoussi. Il est ingénieur agronome et c'est le spécialiste des palmiers dans toute l'oasis. Allez, bon courage. Dieu a peut-être créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers? s'est demandé un jour l'écrivain Paulo Coelho. À Bahria, on compte 1 500 000 palmiers dattiers. C'est la plus importante production de l'oasis. Ici, tout le monde pense que le palmier bénéficie d'une grâce divine. Et chacun reste attentif à la bonne santé de cet arbre légendaire. Le palmier, c'est comme un être humain. C'est comme une femme. Jusqu'à environ 45 ans, elle est fécondable. Eh bien, le palmier, c'est pareil. Après 45 ans, le palmier femelle n'est plus fécondable. Et même s'il y a fécondation, il n'y aura pas de fruits. Les oasis du désert libyque sont toujours situées dans une dépression creusée dans un plateau calcaire. Elles se trouvent entre 100 et 132 mètres sous le niveau de la mer. Et dans cette configuration géologique, de l'eau jaillit des nappes souterraines. Cette eau chaude, provenant des entrailles de la terre, a commencé par surgir de façon naturelle. Et puis les besoins se faisant de plus en plus importants, il a fallu d'autres moyens pour s'approvisionner en eau. Une oasis est un endroit naturel aménagé par l'homme, avec tout un système de gestion technique et sociale de la ressource. Dans l'oasis de Bahria, il y a 86 puits qui ont été creusés avec des machines. Et on compte encore 243 puits naturels. Jusqu'en 1976, toutes les oasis n'avaient que des sources naturelles. Mais à force de pomper, l'eau a baissé. Et à partir de cette époque, on a commencé à utiliser des machines pour forer les puits. Vivre au Sahara, pour une plante, n'est pas à la portée du premier pissenlit venu, faisait remarquer Théodore Monod, grand connaisseur du désert. En revanche, dans les oasis, le travail des hommes a permis de gagner un peu de terrain sur le désert. En contrepartie, il a fallu forer de plus en plus profond pour atteindre les nappes. Certains investisseurs tentent même de creuser jusqu'à 1200 mètres dans le sous-sol. Ils rêvent de transformer des immensités stériles
en terre fertile. Rêve qui souvent ne dure que quelques saisons. Le sol du désert ne retient rien, il n'a pas de mémoire. Alors que depuis des millénaires, le travail de la terre répond à la même disposition rigoureuse. Dans toutes les oasis d'Afrique du Nord, les champs de culture sont aménagés selon le même schéma. Des petites parcelles jusqu'aux plantations d'arbres fruitiers et de palmiers, tout est agencé en fonction de l'irrigation. Et l'organisation du partage de l'eau demeure une règle de vie intangible. Ce travail d'irrigation, Tafoya doit le faire très régulièrement, 2 fois par semaine en hiver, tous les jours au cœur de l'été. Un travail fastidieux qu'aucune machine ne peut faire. Et les outils sont les mêmes depuis des siècles. Chaque parcelle fait à peu près 3 mètres sur 3 et j'ai pas mal de parcelles. J'en ai une centaine à irriguer de ce côté-ci et à peu près autant de l'autre côté du chemin. L'agriculture, c'est un métier difficile, mais c'est notre métier et ça a toujours été le métier de nos ancêtres. On n'arrête jamais de travailler, tous les jours. Mais bon, chaque métier a ses contraintes. Moi, j'ai l'habitude, j'ai toujours fait ça. Et quand on fait bien son travail, on peut espérer avoir un bon résultat. Comme dit le proverbe, à chaque effort, il y a une récompense. Pendant ce temps, le docteur Mansour continue d'intervenir dans les fermes. Soins ou insémination artificielle, il répond à tous les appels. Toutefois, il y a un animal domestique qu'il soigne de moins en moins. C'est le bourricot. Pendant des milliers d'années, l'âne a été le moyen de transport des hommes et des marchandises à travers l'oasis. Mais aujourd'hui, conséquence de la mondialisation, les motocyclettes chinoises lui font une concurrence redoutable. Même au cœur du désert, le monde change. Le progrès arrive, en ordre dispersé. Mais il demeure encore dans ces îles des bienheureux une certaine forme de douce tranquillité. Pour les insulaires du sable, le travail de la terre reste le fondement même de leur condition d'homme. Et ils sont foncièrement attachés à ce rythme de labeur imposé par le soleil, à ce sol qu'il faut abreuver, à cette vie qu'il faut protéger. Le désert qui nous entoure est très vaste et il nous protège un peu. Bien sûr, il y a des changements, mais il y a encore beaucoup de gens qui préservent leurs coutumes et leurs traditions. Tu sais, un jour mon père est parti au Caire et il n'a pas supporté toute cette agitation. Alors en revenant, il a dit une phrase qui m'a beaucoup plu, il a dit « S'il y a un paradis sur terre, ce sont les oasis. » Moi, je ne peux pas vivre en dehors des oasis. Et comme dit le proverbe, je suis comme un poisson dans l'eau. C'est vrai, je ne pourrais pas vivre ailleurs. Au pays du muezzin, les cloches font entendre un autre écho. Dès 4 heures du matin, des moines se retrouvent ensemble pour prier. 2 heures de psaumes, de chants et de litanies.
L'histoire du christianisme est liée à l'histoire de l'Égypte. Selon la Bible, c'est ici que la Sainte Famille est venue se réfugier après la naissance du Christ. Le Fils de Dieu aurait donc passé les premières années de sa vie sur le sol égyptien. Quelques siècles plus tard, les premiers chrétiens coptes revendiquent alors cette fuite en Égypte de la Sainte Famille, prétendant ainsi que la naissance du christianisme s'est faite ici. Loin des batailles d'exégètes, une chose est sûre. Au fil du temps, des milliers et des milliers de moines ont fait vœu de vivre ici pour consacrer leur vie à la méditation et à la prière. Aujourd'hui, la vie monastique attire de plus en plus de candidats. Et au regard de leur vie antérieure, l'entrée de ces hommes au monastère ne s'est pas faite par dépit. Le père Youil est l'un des 120 moines de l'abbaye. Il est ici depuis 13 ans, après avoir connu une vie civile plutôt intéressante. Je suis né à Mansoura. J'ai grandi là-bas. J'ai étudié dans une école de génie civil. Après avoir eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé plusieurs années à Hurghada et à Halgouna. J'ai travaillé pour plusieurs bureaux d'architectes. Et puis j'ai choisi de devenir moine, car je voulais passer le reste de ma vie aux côtés de Dieu. Je voulais vivre dans un lieu comme celui-ci. Là, je suis pleinement heureux et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. On ne va pas dans le désert pour fuir, même si l'esprit peut s'y évader. C'est pour prier en toute quiétude que les chrétiens d'Orient sont venus s'y installer. L'islam n'existait pas encore, que déjà des moines se retiraient du monde à la recherche d'une vie d'ascèse. Depuis plus de 16 siècles, ils ont pris racine dans le désert de Sété. D'abord ermites, ils ont ensuite constitué des communautés. Et aujourd'hui encore, 4 monastères coptes restent très actifs dans la vallée de Wadi Natroun. Depuis longtemps déjà, les moines du désert ne sont plus isolés dans des grottes, comme les premiers ermites. Ils vivent en communauté, dans des cellules bien plus confortables, mais où aucun étranger ne peut accéder. Les règles de vie sont observées scrupuleusement. Le monachisme est basé sur 3 règles: la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. La pauvreté, c'est le détachement de tout. La chasteté, c'est la pureté du corps et de l'esprit. L'obéissance est un état à respecter tout au long de sa vie. Ici, tu dois laisser tes décisions entre les mains du Père supérieur. L'obéissance, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Le quotidien de la vie des moines s'organise derrière ces murs immenses. Des murs censés favoriser leur recherche spirituelle, mais aussi les protéger du monde extérieur. Pour autant, leur existence n'est pas simplement contemplative. Le monachisme est organisé autour de 2 principes essentiels, la prière et le travail. Ces monastères sont des espaces où la vie est organisée en autarcie. Avant de devenir moine, les candidats à cette vie religieuse doivent d'abord faire leurs preuves pendant plusieurs années. Les novices portent une tenue bleue ou marron pendant les 2 premières années, puis une tenue blanche pendant 1 an ou 2. Tout ici est très hiérarchisé. Et ce n'est qu'après avoir prononcé leurs vœux définitifs qu'ils devront alors se soumettre à laisser pousser barbe et cheveux.
Si le couvent de Saint-Bichoy compte 120 moines, il y a également pas moins de 400 personnes laïques qui y travaillent. Certains vivent là à longueur d'année, d'autres viennent pour quelques mois. Nous leur donnons du travail et ça leur permet de gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Ils passent un moment ici, dans le désert, et ils peuvent également participer à la vie monastique. Prier, se confesser. Nous les invitons à partager notre vie. Champs de céréales, plantations d'oliviers, d'arbres fruitiers ou de haricots, les moines et leurs employés ont réussi à installer de véritables cultures aux portes du désert. La vie en autarcie est faite à grande échelle. Un monastère fonctionne comme une entreprise, avec de multiples activités. C'est plus qu'une communauté, c'est un monde à part, avec ses codes et son organisation. Pas de taxes, mais également pas de profit individuel. Tout est fait pour le bien collectif. Depuis plus de 16 siècles qu'ils sont installés au même endroit, les moines ne sont pas restés bloqués en l'an 390 de notre ère. Le progrès ne les effraie pas, et leurs connaissances, acquises avant l'entrée au monastère, sont utilisées pour de nouveaux projets de développement. Des techniques modernes et un savoir-faire ancestral leur ont permis d'acquérir une certaine renommée. L'influence des chrétiens d'Égypte passe aussi par une influence économique. Et sur ce sujet, les moines ne restent pas à l'écart. Bien évidemment, on se sert de la technologie. On utilise des téléphones portables, des ordinateurs et il y a pas mal de moines qui se connectent à Internet. Presque tous les moines ont fait des études supérieures. Aujourd'hui, nous sommes capables de maîtriser la technologie. Et ce n'est pas la technologie qui nous maîtrise, il ne faut pas confondre. Même si depuis longtemps, ils ne vivent plus comme des ermites, le désert apparaît toujours comme un élément fort de l'engagement des moines coptes. Régulièrement, ils s'y retirent, seuls, pendant quelques jours ou quelques semaines, afin de méditer et de perpétuer cette tradition. Dans le désert, le moine s'isole et se détache de la vie quotidienne. Il ne vit que pour Dieu. Nos pères nous ont enseigné que la contemplation dans le désert nous éloigne de toute attache matérielle. Et alors nous pouvons mieux développer notre relation spirituelle avec Dieu. Bien évidemment, une personne qui ne s'adapte pas au désert ne pourra pas supporter cet isolement. Mais en règle générale, le désert favorise l'épanouissement. On est en paix. Les moines de Wadi Natroun connaissent un véritable succès. Lorsque les monastères ouvrent leurs portes au public, la foule des fidèles qui affluent est impressionnante. Les moines apparaissent comme le ciment de cette communauté religieuse. Leur présence immuable au fil des siècles et leur résistance aux persécutions sont perçues comme une forme symbolique d'immortalité. Le nombre de Coptes est difficile à connaître. 7 millions selon l'État, 12 millions selon les autorités religieuses. Ces chiffres sont souvent controversés. Mais les chrétiens d'Égypte tiennent à leur particularité et pour eux, venir dans ces abbayes s'apparente à un pèlerinage. Sans doute ces chants chrétiens
développent une sorte de blues oriental. Mais les moines n'ont pas la prière triste. Et la morosité ne semble pas les atteindre. La vie d'un moine n'est pas une vie de compétition, mais une vie d'encouragement. Il n'y a pas de concurrence entre nous, mais un esprit collectif, où chacun peut développer sa propre vie spirituelle. Notre communauté est une part de ce monde, mais une part protégée par les anges. La vie angélique n'a pas de définition, c'est une vie dans laquelle on se sent en accord avec soi-même, tout simplement. Aride et désolé, le désert est pourtant multiple. Parfois, l'homme y est toléré, à condition de savoir faire preuve d'humilité face à la rigueur des éléments. Passage obligé des caravaniers, ce désert libyque est un endroit inhospitalier, et pourtant c'est un lieu qui attire, qui exerce une sorte de magnétisme. C'est une terre de refuge pour les mystiques ou les contemplatifs à la recherche de l'épure. Cet espace est aussi une étendue idéale pour les aventuriers épris d'immensité. Cet homme a un nom que tout le monde ignore et un surnom par lequel tout le monde l'appelle. Fenouil est passionné par les déserts, avec une inclination toute particulière pour le désert libyque. Depuis plus de 30 ans, il le sillonne avec toutes sortes de moyens de transport. Il a d'abord effectué et organisé des rallyes raids. Et puis, lorsque l'esprit de compétition est passé, il lui est resté une réelle fascination pour ces espaces. Pour les anciens Égyptiens, après la dernière ligne d'Oasis, commençait la Grande Mer des Sables, et pour eux, c'était la fin du royaume des vivants, c'était le début du royaume des morts, avec entre les deux une sorte de frontière qui s'appelait le chaos, qui était encore plus dangereux. On pouvait se retrouver ni chez les morts, ni chez les vivants. Et ils avaient raison d'avoir peur, puisque dans certaines directions, on ne pouvait pas traverser. Le désert, c'est à la fois la vie et la mort. Ça nous rappelle notre condition, toute la fragilité, toute la beauté de la condition humaine. Partir dans le désert est une véritable équipée. Il ne faut rien oublier. Carburant, eau, nourriture et caisse à outils. Mais surtout pas question de partir avec un seul véhicule. Une panne au milieu du désert peut rapidement devenir un sérieux problème. Ça, c'est un riz saharien bien connu. On essaye de transformer le pneu pour lui donner les mêmes qualités qu'un pâturon de chameau. En le dégonflant, on le fait plus large. Il y a plus de surface au sol. On dégonflera jusqu'à 800 grammes avec des techniques un peu spéciales pour pas tout casser. Sans aucun doute, le désert est une sorte d'océan solide. Et les similitudes entre mer et désert sont nombreuses. Les trains de dunes s'apparentent aux trains de houle. On a la sensation de naviguer plus que de rouler sur cette mer de sable. Et l'on y fait sa route en suivant un cap, comme tout navigateur au long cours. La dune, il faut la voir comme un fluide, c'est-à-dire que ça se déplace, ça bouge. Et c'est pour ça qu'on a une impression d'éternité. On voit une tempête qui est figée. On est ici sur Gourd Abou Mouarik, le père des dunes infranchissables. En fait, moi je préfère l'appeler la mère des dunes infranchissables. Abou, c'est le père. Moi je préfère dire la mer, je trouve que c'est plus joli, c'est-à-dire que c'est à la fois la mer, la maternité, et l'océan, parce que c'est immense comme un océan. Donc c'est un abus de traduction, mais pourquoi pas.
ça représente 550 km. Donc c'est la plus longue chaîne de dunes d'Égypte, du Sahara et probablement du monde. Et je m'en lasse pas. J'ai autant de plaisir à pied, en chameau, à moto ou en voiture. Des plaisirs différents, mais des plaisirs aussi profonds. C'est d'être dans le désert, de se choisir son chemin, d'étudier les difficultés et d'essayer de bien les interpréter. Des centaines de kilomètres plus au sud, une sorte de gué permet de passer entre les vagues de dunes et de rejoindre un site étonnant. Arpenter le désert libyque avec Fenouil, c'est partir à la découverte d'espaces aussi grandioses que mystérieux. Et là, c'est l'observation d'un phénomène que nul n'imaginerait trouver ici. Nous sommes dans la seule grotte calcaire connue au Sahara, pour le moment. On voit des énormes stalactites. Les stalagmites correspondantes sont enfouies sous un sable plusieurs fois millénaire. Et ça prouve bien que le Sahara était verdoyant. Cette grotte était un point de passage obligé des caravanes pour deux raisons. Parce qu'il y avait de l'eau dedans, donc c'était important, et parce que c'est à 15 km d'un endroit où il y a un passage entre les dunes que peuvent emprunter les chameaux. Un explorateur allemand l'a redécouverte, comme on dit, en 1873. Mais comme ça ne l'intéressait pas, qu'il essayait de faire tout autre chose, il n'a pas noté le point géographique. Et un autre Allemand, en 1991, beaucoup plus tard, a retrouvé cette grotte qu'il croyait perdue, mais maintenant il n'y a plus d'eau. Parcourir le désert, c'est affronter l'inconnu. C'est chercher des repères au milieu du vide. Et c'est observer la moindre ondulation comme un piège éventuel. Savoir y naviguer sans encombre demande une grande connaissance. Une mauvaise estimation et la voiture s'arrête net. Dans le deuxième véhicule, Karim, le second pilote, Rojdi, le mécanicien, et Saïd, le cuisinier, sont enlisés. 3 fois, 5 fois par jour, il faut se sortir mutuellement des pièges du sable. Karim, quand tu es OK, tu me dis. OK, on y va, en première. Karim est étudiant en sable, c'est le métier qui rentre. C'est un mec super, toujours cool. On va arrêter pour les compliments. Hop. Dès qu'il s'agit de sable et de dunes, il faut être 2 véhicules parce que n'importe qui peut se mettre dans une situation difficile. On peut faire le malin après, mais pas avant, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avant. Rien ne prédisposait Fenouil à devenir un spécialiste des déserts. Ce diplômé de philosophie a commencé par être journaliste. Au cours d'un reportage en Algérie, il découvre l'élégance et la liberté de mouvement des dunes. C'était il y a près de 40 ans. À partir de ce moment-là, le goût du désert s'est fait toujours plus fort. Là, on a l'impression d'être à la naissance du monde. Il y a un côté magique. Tous ces rochers,
et du sable doux. S'il n'y avait pas le sable, on se taperait sur les cailloux et là, on glisse, on surfe sur le sable entre des rochers de plus en plus serrés et qui nous font un peu dériver de notre cap, mais ils sont si beaux qu'on ne peut pas leur en vouloir. Mais quand on est près des rochers, il y a le vent qui travaille différemment la dune, qui la creuse. Comme dans l'océan, il faut faire attention quand on passe près des récifs, parce que près des récifs, il y a des tourbillons de la mer, et là, il peut y avoir des tourbillons de dunes. Généralement, c'est toujours un peu creusé et un peu dangereux. Quand j'ai découvert cet endroit, ça fait un peu prétentieux de dire découvert. Simplement, il n'y avait pas de raison logique de passer par là pour des nomades. Et quand on voit un endroit du désert où il n'y a aucun cairn, c'est-à-dire aucun tas de pierres, c'est que personne n'y passait. Et moi, j'y suis passé pour le plaisir. Et quand j'y suis passé, j'ai appelé ça la baie d'Along du désert. J'ai jamais été dans la baie d'Along. Ceux qui ont été pourront peut-être se moquer de moi. Mais on voit plein de rochers. Ces rochers perturbent le travail du vent sur les dunes se disloquent mais continuent à passer. Et là, on voit que le sable est un fluide parce qu'il passe entre des îlots. Comme dans la baie d'Along, l'océan circule entre les rochers. Là, le sable continue sa course. Et ça, c'est un paysage unique au monde. Dès que le jour descend, la température en fait autant. La chute est brutale. Avant qu'il ne fasse nuit, il faut installer le bivouac, faire le feu et laisser Saïd opérer devant le réchaud à gaz. Avec des amis, on s'interrogeait sur le déclic. Et on se disait, il faut qu'on ait quelque part un grain, c'est-à-dire qu'autrefois, quelqu'un pouvait aimer le désert, mais pratiquer le désert par obligation. Je parle des caravanes qui traversaient le désert. Et si on veut abandonner la civilisation, le confort pour une recherche de danger, de frisson, mais aussi d'amour de la nature, il n'y a rien de rationnel, c'est une passion. Exactement comme l'océan et comme la montagne, et on fait souvent cette comparaison. C'est-à-dire qu'on accepte de galérer, de chercher, et peu importe le moyen de locomotion, le grand désert, c'est toujours difficile à un moment ou à un autre. Le désert libyque, c'est celui qui me plaît le plus parce que c'est le plus sauvage, c'est la plus vaste étendue de sable. Il y a des légendes, mais aussi il y a des histoires d'aventuriers, d'explorateurs. Et puis c'est le désert le plus varié que je connaisse. Sur des courtes distances, ça varie très vite dans le désert libyque égyptien. Parfois, le vent et le sable s'accouplent pour donner naissance à des buttes aux formes étranges, à des dunes aux courbes parfaites ou à des parterres de pierres taillés comme des lames. Il faut tout à la fois une grande perception du désert, une certaine dose de témérité et ce fameux petit grain de folie pour s'aventurer dans des cassures aussi abruptes. Rien ne l'indique, mais c'est le seul passage. En s'engageant dans ce goulet, on descend brutalement de plus de 120 mètres d'altitude. Karim, à mon avis, tu peux te mettre en troisième courte pour descendre là et après en deuxième courte peut-être pour la dernière descente. Là, piège typique, on voit une dune
qui arrive sur le côté avec un angle beaucoup plus fort qu'une dune normale. Et il ne faut pas s'écraser sur les rochers. On a tous fait des bêtises dans le désert. Moi le premier, puisque je suis venu sans rien y comprendre. Si j'ai survécu, c'est que j'ai appris petit à petit. Mais par exemple, quand on traverse des dunes, il faut toujours être humble, il faut être prudent, il faut comprendre, il faut réfléchir et il faut apprécier. Brûlant lorsque le soleil est au zénith, glacial au cœur de la nuit. Le désert est la confrontation de la démesure. Quel artiste aurait pu concevoir des décors aussi invraisemblables, où la lumière modifie toute perspective, où de petits massifs prétentieux viennent casser l'arrondi de la dune. Le désert, c'est l'assurance de traverser des paysages impressionnants, émouvants ou déprimants, selon l'humeur du voyageur. Il y a plein de belles phrases sur le désert, parce que ça inspire le désert, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est une nouvelle peu connue de Honoré de Balzac. C'est un soldat de Napoléon, un vieux soldat qui raconte sa campagne d'Égypte à ses petits-enfants. Et il l'interrompt tout le temps. Mais comment c'était le désert? Mais comment c'était le désert? Et il cherche ses mots. Et à la fin, il dit, ça y est, j'ai trouvé. Le désert, c'est Dieu avant les hommes. Et il n'y a pas besoin de croire pour avoir le goût de la transcendance. Effectivement, quand on voit le désert, on voit une terre vierge. Avant que l'homme ait fait quoi que ce soit, en bien ou en mal, il n'était pas là. Après 5 jours de désert absolu, la vue de cette empreinte de vie apparaît comme un mirage. Cette citadelle oubliée, loin de tout, est le vestige d'une époque où la vie était bien réelle dans ce lieu aujourd'hui inanimé. Que s'est-il passé? Pour quelles raisons des hommes ont construit ce château fort? Et pourquoi là, au milieu de nulle part? C'est la plus grande forteresse de la colonisation romaine qui a été bâtie il y a à peu près 2000 ans. Les Romains ont occupé l'Égypte pendant à peu près 400 ans. Et cette forteresse servait à protéger les caravanes. Il y avait d'importantes garnisons romaines. L'endroit s'appelle Doum el Dabaïd, la source Scorpion. Elle a été abandonnée il y a 500 ans parce que les sources se sont taries. Mais l'eau a ressurgi à Rarga, qui est la plus grande oasis d'Égypte actuellement. Et ce lieu donc s'est retrouvé abandonné au désert, comme souvent. C'est aussi le dernier endroit connu où serait passée l'armée de Cambyse. On met toujours un conditionnel, mais apparemment, les scientifiques sont d'accord, c'est le dernier endroit où on a la trace de cette armée. En 525 avant Jésus-Christ, Cambyse, le puissant roi des Perses, vient de conquérir toute l'Égypte jusqu'à Luxor. Il envoie alors son armée vers l'oasis de Siwa pour soumettre l'oracle d'Amon. Objectif à la fois religieux et militaire, mais fait unique dans l'histoire du monde, cette armée de 50 000 hommes a totalement disparu. Longtemps, on a cru que c'était une légende. Maintenant, les historiens le savent. L'armée de Cambyse était réellement composée de 50 000 hommes. C'était donc un record du monde à l'époque. Hérodote raconte que cette armée a disparu dans une terrible tempête de sable qui l'a ensevelie. L'idée est intéressante, cinématographique. Elle a été reprise dans le
Patient anglais, qui est un film merveilleux, mais c'est impossible avec les informations qu'avait le détective Hérodote à l'époque, il ne pouvait pas s'en tirer. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que cette armée a fait une erreur de navigation et cette armée a dû s'égarer et elle est morte de soif puisqu'elle n'est jamais revenue ni arrivée. Et comme on n'en voit pas les traces pour le moment, elle doit être sous une des normes d'une cathédrale de la Grande Mer de Sable. Depuis près d'un siècle, beaucoup d'historiens et de spécialistes ont cherché la trace de cette armée. Et en novembre 2009, les archéologues italiens ont découvert des vestiges qui pourraient correspondre à une partie de la fameuse armée de Cambyse. L'énigme de cette disparition sera peut-être résolue 2500 ans après les faits. L'intérêt pour le désert est plutôt récent. Tant qu'il n'était fréquenté que par les caravaniers, personne ou presque ne venait s'y hasarder en dehors des pistes chamelières. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les premiers aventuriers ont commencé à le sillonner grâce à l'automobile. Et ces scientifiques aventuriers sont partis à la recherche de l'oasis perdue. On l'appelle Zerzura. Cet endroit paradisiaque, renfermant une ville, se trouverait quelque part au cœur de falaises encaissées. Et le mythe de l'oasis disparue conserve tout son mystère. On se trouve ici sur une des premières pistes mécaniques de l'histoire qui a dû être faite dans les années 25-30 par les Anglais et leurs coulis hindous parce que les Égyptiens ne voulaient pas du tout aller casser des cailloux dans le désert. Et elle a été abandonnée presque aussitôt parce qu'elle était envahie de sable. Et puis il y a eu une nouvelle route qui a fait le tour. Et elle a été oubliée. Et quand on l'a rouverte en 86, ça faisait plus de 30 ans que personne n'y était passé. Et on avait l'impression d'aller vers un pays magique, une oasis disparue, puisqu'il y avait des vestiges de civilisation, des cairns, mais aucune trace de voiture, tout avait été effacé par le vent. Ça, c'est une très belle barkhane. C'est une dune qui a 3 caractéristiques. C'est la dune la plus rapide du monde, celle qui avance. Elle a une forme de croissant et ce sont les têtes qui avancent. Une barkhane peut se déplacer de 5 à 12 mètres par an et en moyenne, ça fait 75 mètres en un siècle régulièrement. Et en plus, elle peut enfanter, c'est-à-dire qu'au bout de la tête se forme un petit tas de sable qui devient un autre croissant et qui grandit. Cet espace apparemment hostile semble respirer. Comme si le Sahara était un lieu qui donne vie au minéral. Après des jours de navigation, après une grande boucle d'est en ouest dans un désert multiforme, Fenouil arrive enfin vers ce qui symbolise, à ses yeux, le plus beau spectacle, la Grande Mer de Sable. D'un seul coup, l'infini est à portée de main. Je ne me lasse pas de ces paysages et c'est un sentiment curieux de passer de la fin du monde à l'origine du monde. On a l'impression de tout recommencer et j'ai jamais vu quelqu'un qui soit blasé devant le mouvement des dunes. Chacun est libre d'aller chercher ce qu'il veut dans le désert. Moi, je ne viens pas chercher la solitude. Je suis très attaché à ma famille, à mes amis. Mais j'apprécie, quand je vais dans le désert, un changement complet. Quand je suis dans la vie moderne, le matin, je vais chercher le journal. Le soir, je vais chercher le journal. Je me jette sur toutes les nouvelles. Et quand je pars dans le désert pendant un mois, je me passe de nouvelles. Et je reviens, je demande qu'est-ce qu'il y a comme vieux cons qui sont morts. C'est pas méchant, il y a... Mais disons qu'on a l'impression que le monde n'a pas beaucoup avancé. C'est sûr qu'il y a toujours autant de malheur, autant de bonheur, autant de beauté et autant de laideur. Et moi, j'ai profité un peu des beautés de la sérénité du désert. Ça m'a lavé un peu l'âme. Cet homme a réussi à trouver sa voie
dans un espace où justement les chemins n'existent pas. Fenouil revendique le goût des contrastes, être futile parfois, mais aussi être passionné par cette étendue tellement vide qu'elle le ramène toujours à l'essentiel. Le désert, ça me fait penser à un chant mystique des Touaregs du Hogar qui se finit par « À qui meurt d'amour immense, il faut l'immense oubli ». Il n'y a que la passion amoureuse extrême, qui est une très belle chose, ou le désert qui peut vous inspirer une phrase pareille.